Bonjour, nous nous retrouvons pour une discussion sur la liberté de la presse en Chine. Et je voudrais commencer, c'est la synthèse d'une petite douzaine de pages de ma thèse sur la doctrine Xi, sur le socialisme à la chinoise. Alors, je voudrais peut-être commencer par les deux paragraphes de conclusion de cette sous-section du deuxième chapitre de la deuxième partie de ma thèse. Alors, j'y disais que pour vous donner un petit peu le fil directeur. Peut-être devrais-je aussi vous donner un petit peu d'emblée les concepts clés que je vais mobiliser. Alors, je vous lis ma conclusion, qui vous montre un petit peu la direction de l'analyse. Nous observons que le projet chinois de libérer la pensée, c'est l'expression qu'utilisait Xi Jinping dans ses discours, qu'utilise Xi Jinping puisqu'il est encore en fonction. Ce projet chinois de libérer la pensée est mal diagnostiqué par beaucoup de sinologues, mais disons par les adversaires de la Chine socialiste, qui soit ne le relève pas du tout, soit lui substitue, vous ne le savez sans doute que trop bien, un projet dictatorial. La liberté de penser est donc un concept hétérotopique, selon l'usage que je fais du mot hétérotopie, c'est-à-dire d'un concept qui n'est pas à sa place, une anomalie. Quand Xi Jinping parle de liberté, nous croyons entendre de la langue de bois, comme disent parfois les journalistes. Nous ne reconnaissons pas le sens qu'il peut lui donner et nous le prenons pour une anomalie. Enfin, c'est un mot qui, dans sa bouche, nous semble dissonant. Enfin, je dis nous, je veux dire l'opinion publique occidentale, les médias mainstream, bon. J'essaie, moi, au contraire, dans mon travail, de montrer le sens précis et particulier, si vous voulez. J'essaie de prendre au sérieux ces concepts sans les taxer de langue de bois pour essayer de montrer le sens particulier qu'ils prennent, sens particulier, sens philosophiquement fondé qu'ils prennent dans les discours de Xi Jinping. Donc, la libération de la pensée y signifie effectivement une diversification des hypothèses de pensée. Xi Jinping a, comme tout gouvernant, besoin d'un réservoir de savants, d'experts, de contributeurs de tous ordres susceptibles de l'aider à imaginer l'avenir, à imaginer la bonne politique, la bonne gouvernance de la Chine, pour reprendre le titre de son ouvrage, La gouvernance de la Chine. Enfin, le titre de l'ouvrage en 2 tomes qui collectionne ses discours officiels et auxquels je ne cesserai de renvoyer. Donc il s'agit de libérer la pensée, effectivement, c'est-à-dire de la diversifier les hypothèses dans un contexte juridique sécurisé, mais sécurisé autrement qu'il ne l'est évidemment en contexte libéral. Donc à notre connaissance, à ma connaissance, on n'avait jamais fait remarquer que dans la pensée de Spinoza, la liberté de pensée et d'expression n'impliquait nullement le dispositif d'une presse libre. Alors je me sers de Spinoza, une fois de plus, et comme à mon habitude, vous le savez, pour essayer de montrer qu'il y a chez nous, je veux dire en Occident, dans notre tradition, des philosophes qui ont fourni des concepts, des distinctions, des arguments qui peuvent nous aider à comprendre la Chine, qui est certainement un pays lointain, mais qui n'est pas le règne de l'irrationnel. Il y a une rationalité.
Et j'aime beaucoup utiliser Spinoza pour préciser de quelle rationalité il s'agit, puisque vous savez que c'est vraiment le maître du rationalisme, Spinoza. Alors, si vous relisez bien le traité théologico-politique, vous allez vous rendre compte qu'il y est question de liberté de pensée, de liberté d'expression, comme en Chine d'ailleurs, j'aurai l'occasion de le redire, article 35 de la Constitution, cette liberté est garantie constitutionnellement, mais curieusement, et c'est là qu'est le paradoxe, si vous voulez, ça ne passe pas par une liberté de la presse. Ça ne se traduit pas, ça n'implique pas le dispositif d'une presse libre. Et c'est là, si vous voulez, que nous sommes pris dans nos habitudes de pensée et qu'il y a un travail à faire pour nous, pour comprendre cette rationalité. Aussi, pouvons-nous, encore une fois, repartir de Spinoza, pour penser l'option chinoise d'une stratégie du secret plutôt que de la publicité des débats. Si difficile à comprendre pour tous les démocrates qui, depuis les Lumières, vous le savez, sont partisans d'une publicité des débats au moyen de la presse. La presse en Chine ne sert pas à médiatiser ou à publier les débats politiques. Je vais m'en expliquer. En Chine, les débats sont secrets. La presse n'est en Chine qu'un instrument d'information. Si publicité il y a en Chine, elle consiste simplement dans le fait de rendre publique l'information qui résulte des débats, mais pas les débats eux-mêmes. On va expliquer tout ça. En Chine, la libération de la pensée n'implique pas l'existence d'une presse libre. Ça, il faut non seulement l'entendre, mais essayer de le comprendre. En Chine, il y a seulement une certaine liberté d'expression dont les conditions pratiques sont différentes de celles que nous connaissons dans les démocraties d'opinion. Vouloir que la libération de la pensée soit en Chine mise en œuvre comme dans les démocraties d'opinion, c'est ça, construire une hétérotopie. C'est construire une hétérotopie. C'est fabriquer du malentendu. C'est s'empêcher de comprendre. Le diagnostic de cette hétérotopie ne permet pas de conclure que la Chine est l'ennemi de la pensée. Xi Jinping, je le dis encore une fois, affirmant haut et fort qu'il veut libérer la pensée, favoriser une pensée innovante, et c'est ce qui semble bien être de fait le cas en Chine. Et ceux qui expriment la leur peuvent croire qu'ils sont en danger, mais ils ne le sont que s'ils le font d'une certaine manière. Donc je vais effectivement avoir à préciser quelles sont les règles de la publicité des débats politiques. Quelles sont les règles de la publicité des opinions politiques en Chine. Donc la Chine n'est pas l'ennemi de la pensée, elle veut la libérer, mais en vertu, donc, comme je le disais, en vertu d'un besoin d'enrichir les hypothèses de pensée dont ont besoin tous les gouvernants, mais d'une manière différente parce qu'elle veut le faire sans rien céder à ses objectifs prioritaires de souveraineté, ni prendre le moindre risque de menacer l'ordre public et la sécurité collective. Voilà, c'est dans la tension entre ces deux risques, dangers, que la doctrine socialiste à la chinoise a défini un chemin pour la liberté de pensée qui, encore une fois, ne passe pas par la liberté de la presse. Bon, alors, globalement, quelles sont les distinctions que je vais mobiliser dans cette réflexion ? Évidemment, vous l'avez vu, la distinction majeure à faire, hein, qui n'est pas évidente, que j'ai mis moi-même un certain temps à formuler, c'est la distinction entre liberté d'expression et liberté de la presse. C'est-à-dire le fait que l'une, la première, n'implique pas l'autre.
et même vous allez le voir, que la liberté d'expression exclut une certaine idée de la liberté de la presse. Voilà, alors ça c'est effectivement une distinction centrale de ces 12 pages, particulièrement intéressante, hein, particulièrement je dirais choquante hein, pour les Occidentaux qui sont habitués à cette sacralité, hein, au caractère sacré de la liberté de la presse. Je vais mobiliser, je dirais pour l'essentiel, évidemment, comme toujours, la distinction entre puissance et pouvoir, qui reviendra, vous le verrez. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai déjà faites sur ce sujet, distinction sur laquelle je reviendrai, bien sûr, elle est fondamentale. Et puis, je ferai une distinction entre secret et publicité, d'une part, en m'appuyant sur Kant, mais je montrerai que cette distinction n'est pas suffisante et qu'il va falloir aller un petit peu plus loin que Kant pour introduire la distinction entre une publicité large et une publicité restreinte, discrète ou confidentielle. Voilà. Ce seront les principales distinctions apportées par ce chapitre que j'ai intitulé « La pensée libérée ». Reprendre une formule qui se trouve donc dans le discours de Xi Jinping du 11 décembre 2015, page 193 du deuxième tome de la gouvernance de la Chine. La pensée libérée sans liberté de la presse. Vous avez bien compris, sans liberté de la presse. Alors, on pourrait peut-être repartir des régimes représentatifs dans lesquels nous vivons, où vous savez que la liberté de la presse joue le rôle essentiel d'un quatrième pouvoir, à côté de la distinction montesquivienne des trois pouvoirs traditionnels. Vous savez que la presse joue un rôle essentiel et sa liberté est affirmée à ce titre, et à juste titre, à l'article 11, en toute cohérence, je dirais, à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En Chine, les médias sont liés. Ils ne sont pas libres, ils sont liés, conformément à la doctrine explicite du Parti communiste chinois. Ils sont soumis à l'examen idéologique et la relation du PCC avec les médias est celle d'un dirigeant à ses dirigés. Xi Jinping rappelle, je le cite, « Le maintien de l'esprit et des principes du parti consiste à insister sur la direction du travail médiatique du parti. Les médias organisés par le parti et le gouvernement constituent le front de leur propre communication. Ceux-ci doivent être strictement dirigés par le parti. » La doctrine est claire. Toutes les activités médiatiques du parti doivent refléter la volonté du parti, exprimer ses avis, sauvegarder l'autorité de son comité central et son unité, et le soutenir, le défendre et le servir. Fin de citation. Alors vous voyez bien, à s'en tenir là, la contradiction entre le statut de la presse chinoise et celui des pays qui respectent le principe d'une liberté de la presse. Cette contradiction est patente. À s'en tenir là, l'affirmation de la liberté comme l'une des valeurs fondamentales du socialisme à la chinoise, même soulignée par les discours de Xi Jinping appelant à une libération de la pensée, cette affirmation ne semble être qu'une contradiction interne de la doctrine socialiste, inaperçue de Xi Jinping lui-même, mais flagrante évidemment pour les amis de la liberté. La Chine n'aurait eu qu'une compréhension immature de la liberté et l'affaire serait entendue. Un petit peu trop vite peut-être. L'affaire est peut-être un petit peu trop vite entendue et il faut, je crois, aller un peu plus loin ou y regarder d'un peu plus près. Demandons-nous plutôt si cette accusation de contradiction n'est pas la simplification biaisée, la simplification idéologique d'un argumentaire à reprendre. Tout d'abord, on peut commencer par essayer de comprendre si
un pays en quête de son propre modèle a des raisons recevables de se détourner du concept d'une presse libre. C'est par cette question-là que je voudrais commencer. Or, un argumentaire fort se développe en Occident autour du problème de la neutralité. Depuis quelques décennies, refaisons-en l'historique ensemble, si vous voulez. La presse ne peut se revendiquer comme un pouvoir d'arbitrage des trois autres pouvoirs qu'à condition de neutralité. Le concept est important. Voilà un concept important de cette section de mon analyse. Le concept de neutralité. C'est ce que soulignait, je crois, en 1985, la création de l'ONG Reporters sans frontières, RSF. Et on peut donc proposer de considérer cette date, 1985, comme le moment où cette liberté de la presse commence à poser question dans les démocraties représentatives elles-mêmes, raison pour laquelle cette ONG est créée. En 1995, vous vous souvenez que Bernard Manin écrivait encore Bernard Manin avait fait valoir qu'au temps de la démocratie du public, je cite, « les canaux par lesquels se forme l'opinion publique politique sont relativement neutres. Les sondages d'opinion y sont, je le cite, indépendants. » Alors vous trouvez ça dans les principes du gouvernement représentatif, évidemment, notamment page 293, 296, Bernard Manin, principe du gouvernement représentatif, un classique à lire absolument. Si au moment où Manin écrit cela, ce qu'il écrit est encore relativement vrai, RSF est né tout de même 10 ans plus tôt, il faut faire un constat. L'avènement de l'Internet a diversifié l'offre d'information du lectorat traditionnel et cela a privé la presse conventionnelle d'une part substantielle de ses recettes. Ça a provoqué une crise de financement des grands médias. Cette crise du modèle, on pourrait dire cette explosion du modèle de financement de la presse traditionnelle devait la rendre plus dépendante des investisseurs privés et des recettes liées à la publicité d'un côté, et plus tributaire des subventions publiques de l'autre, c'est-à-dire des pouvoirs publics et de leur bon vouloir. Maintenant ainsi, la presse, que ce soit en France ou aux États-Unis, regardez dans les classements de Reporters sans frontières. Maintenant, la presse des grands pays comme la France, les pays soi-disant avancés en matière de lutte pour la liberté, a un classement en réalité relativement médiocre. La France y stagne depuis des décennies, depuis l'origine, entre la 30e et la 40e place, alors qu'elle est la 5e ou 6e puissance mondiale. Donc il y a manifestement un décrochage entre le statut économique d'un pays, son idéologie théorique et la réalité de ce qui s'y passe. La presse est sous influence. Le principe d'une presse libre est donc plus théorique que réel, disais-je dans la fin de ce paragraphe. Il apparaît donc que les démocraties représentatives sont relativement incohérentes puisqu'elles revendiquent la liberté de leur presse tout en permettant leur privatisation. Ou pour formuler le problème autrement, ce principe de liberté ne devait-il pas finir par faire de la presse la proie des intérêts capitalistes légalement autorisés à en exploiter les faiblesses, c'est-à-dire par permettre son instrumentalisation ? Au lieu de jouer comme une garantie contre les risques de prédation, le principe abstrait de la liberté de la presse ne devait-il pas plutôt permettre son inféodation aux intérêts privés, vidant paradoxalement la liberté de son sens démocratique ?
Le principe de la liberté de la presse finit par se définir comme celui de sa libre mise à disposition. Voilà, un concept qu'il faut préciser. La liberté, c'est aussi la libre mise à disposition des biens publics dans les mains de pouvoirs privés, dans l'intérêt de ses financeurs, donc, et au profit du plus offrant. Le problème affecte non seulement la presse d'opinion, remarquez-le bien, mais aussi la presse scientifique, ce qui est plus grave, mais néanmoins établi, avéré, sans attendre le scandale 2020 du Lancet Gate contre la chloroquine. Vous vous souvenez peut-être que Laurent Ségala, directeur de recherche au CNRS et d'autres, mais je citerai celui-là, Laurent Ségala avec un T, dans La science à bout de souffle, point d'interrogation, au Seuil en 2009, un petit essai d'une centaine de pages que je ne saurais trop vous recommander de lire. Laurent Ségala avait souligné que les revues scientifiques les plus prestigieuses elles-mêmes, je veux dire Nature et Science, étaient régulièrement convaincus de publications frauduleuses, motivées par des intérêts économiques ou personnels, peu importe. Mais une quinzaine d'articles retirés par an dans des revues aussi prestigieuses que Nature et Science. Donc, l'historique décennal de cette instrumentalisation de la presse contredit les conclusions optimistes, mais désormais datées, de Bernard Manin. Voilà, alors on commence à comprendre quel risque le principe de la liberté de la presse fait finalement courir aux libertés fondamentales de penser, de s'exprimer, ou même en cas de crise sanitaire, comme on l'a vu récemment en France avec la crise du Covid-19, à la sûreté des citoyens. Si ce n'est pas le manque de liberté, mais bien la liberté elle-même, c'est-à-dire le droit de mettre à disposition la presse, de la mettre à disposition des financeurs privés, eh bien, c'est la liberté elle-même qui tue la liberté. La liberté de ceux qui ont les moyens de l'acheter, comprenez bien sûr, contre celle de ceux qui n'ont que leur conviction, pour la défendre. Alors, il faut construire une alternative et on commence à comprendre aussi la pertinence de l'option illibérale à la chinoise. Tout aussi paradoxal de son côté, venons-y maintenant, est le modèle chinois. Le modèle chinois d'une direction des médias par le PCC. Mais loin de mépriser la liberté, il est paradoxal parce qu'il veut garantir la fidélité de la presse aux objectifs définis par le politique. Il veut garantir la fidélité de la presse aux intérêts du peuple en la protégeant des tentatives bourgeoises de privatisation. Loin d'être incohérent ou contradictoire, donc, comme il peut l'apparaître à une lecture superficielle, le principe d'une direction politique de la presse et l'affirmation socialiste de la valeur liberté sont tout à fait compatibles. Mieux, ce principe de contrôle est affirmé comme l'instrument indispensable de cette valeur. Et c'est l'idée que Xi Jinping développe dans le discours du 19 janvier 2016, si vous voulez le lire. Dans un tel modèle, la cohérence ou la crédibilité du dispositif ne repose plus sur l'indépendance des médias, mais seulement sur le niveau de corruption du parti qui dirige cette presse. Et cette question de la corruption du parti, j'en ai longuement parlé ailleurs, je ne rouvre pas la parenthèse ici, mais c'est effectivement la pierre angulaire de la cohérence, de la légitimité du système socialiste, pierre angulaire sur laquelle Xi Jinping a énormément travaillé depuis 2012. Voilà.
une question talonne ces affirmations. Une question talonne toutes ces affirmations. Sans presse libre, peut-il y avoir une pensée libre? Comment peut-il y avoir une pensée libre? Alors, différents sens, je crois, du mot liberté se télescopent dans cette question et il faut les distinguer. Dans l'expression d'une pensée libre, soyons bien clairs, libre veut dire autorisé à s'opposer, à diverger, exprimer désaccords et critiques, opinions divergentes. Où les hypothèses de pensée contraires peuvent-elles se déployer, sinon dans la presse? Difficulté donc pour nous, qui avons immédiatement ce réflexe d'associer la liberté de penser à la liberté de la presse comme lieu naturel de l'expression de cette diversité, de cette divergence des pensées. Cette liberté est synonyme d'un pluralisme pour nous. C'est là notre difficulté. Et ce pluralisme est en apparence, au moins, contradictoire avec l'autorité d'un parti unique. Pluralisme et parti unique semblent s'opposent. Il est donc tentant de croire que la direction du parti unique est le moyen commode d'un nivellement, pour ne pas dire d'un musellement de la pensée, qu'elle tue la diversité, qu'elle dissuade ou muselle les initiatives. Or, si tel était le cas, on ne comprendrait pas pourquoi les doctrines socialistes, sous une apparente continuité, je dis les doctrines socialistes depuis Mao, en passant par Deng Xiaoping, etc., jusqu'à Xi Jinping, ces doctrines socialistes, sous une apparente continuité, ont changé. Elles ont très souvent changé d'orientation et elles ont connu, d'ailleurs, avec d'étonnants succès, d'innombrables inflexions subites et imprévisibles. Je ne citerai en passant que l'exemple de la réforme d'ouverture, n'est-ce pas, ou la modification constitutionnelle de 2017 à laquelle personne ne s'attendait, qu'aucun observateur n'avait pronostiqué ou prédite. La modification constitutionnelle de 2017 sur l'illimitation des mandats présidentiels. Donc, beaucoup de surprises et d'innovations, d'audace dans cette pensée politique chinoise. Ces questions et les décisions auxquelles les réponses et les décisions auxquelles elles aboutissent ne se débattent pas dans la presse. Ces questions ne se débattent pas dans la presse, mais elles se débattent. Parce que la presse n'est pas intrinsèquement libre, parce que la presse, chez nous la presse n'est pas libre, mais en Chine, la presse n'est qu'un instrument du pouvoir. La Chine socialiste considère que cette presse doit être assignée au service du but, encore une fois, elle doit être assignée au service du but défini par le politique, c'est-à-dire au service des intérêts du peuple. Un pays socialiste est d'autant plus libre, disons-le d'une manière précise, un pays socialiste est d'autant plus libre que le peuple y est souverain. Il est donc cohérent que sa presse y obéisse aux intérêts collectifs définis comme les plus fondamentaux. Il est donc cohérent que les journalistes n'y parlent ou n'y agissent pas à leur fantaisie, et qu'on ne leur fasse pas former un empire, on ne les laisse pas former, un empire à part, autonome. Cela n'exclut pas, toutefois, que les élus des deux chambres, Liang Hui, l'APN et la CCPPC, la Conférence consultative politique du peuple chinois, ces deux chambres, l'Assemblée nationale, l'Assemblée populaire nationale et la CCPPC, débattent librement, c'est-à-dire sur un mode contradictoire et critique, certainement.
elles y débattent des lois à voter et des effets des décisions politiques prises. Mais ce débat ne s'étale pas sous la lumière des plateaux télévisés ou dans les colonnes des journaux. Le principe du secret, et c'est ça qui est important, le principe du secret vise à interdire toute instrumentalisation, je dirais même, pour être plus précis, toute privatisation de l'opinion publique par les médias et par ceux qui en sont les détenteurs. La suggestion de la parole publique des médias n'empêche pas la liberté. Cette liberté, elle s'exerce dans les débats secrets du parti. Pour comprendre la Chine socialiste, il faudra donc rigoureusement différencier deux notions, j'insiste encore là-dessus, qui sont confondues ou semblent naturellement s'impliquer dans les démocraties d'opinion, mais qui s'impliquent à tort. En tout cas, dont l'implication n'est pas aussi naturelle et nécessaire que nous voudrions bien le croire, c'est la notion de la liberté de la presse, ou de la parole en tant que public, d'un côté, et celle des discussions, des lois et des décisions politiques de l'autre. Voilà. Les deux choses ne se recouvrent pas, n'ont pas à se recouvrir nécessairement l'une l'autre. Elles ne sont pas identiques. La démocratie socialiste part d'un présupposé radical. Alors, essayons de creuser le sol sur lequel est assise la doctrine chinoise. La liberté d'expression dans la presse n'est pas essentielle à la démocratie. Il n'est pas judicieux de relayer dans la société civile, par des médias pluriels, l'écho des débats complexes et contradictoires sur le bien public. Ce qui n'empêche pas cette Chine, c'est pas, de garantir constitutionnellement une liberté de parole, d'assemblée, d'association, de défilé et de manifestation. Je cite l'article 35 de la Constitution. Il faut donc y analyser de plus près les règles de secret et de publicité qui concernent le débat sur la chose publique. Voilà, alors je vais peut-être m'arrêter là pour une première séquence, coupée pour des raisons pratiques, des raisons matérielles, des raisons techniques de téléchargement. Si les vidéos sont trop lourdes, c'est plus compliqué, puisque je n'ai pas encore la fibre. Donc je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cette intervention, de cette petite conférence sur la liberté de la presse en Chine. A tout de suite.